la chose la plus importante que nous devons retenir, c'est que la mission de Ouattara consistait en 3 points fondamentaux. Premier point, il faut recoloniser la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut mettre les rênes du pouvoir économique, notamment de la Côte d'Ivoire, dans les mains des Français, des Israéliens et aussi des Américains et des Anglais. Ça, c'est le premier rôle de Ouattara. Je peux dire qu'il a en partie réussi. Et je reviendrai sur son bilan, qui est, je m'empresse de le dire, le bilan le plus désastreux de tous ceux qui ont dirigé l'Afrique depuis les soi-disant indépendances factices que l'Occident a imposées. C'est le bilan le plus désastreux. On lui a donné un surnom. Ado Solution. C'est-à-dire c'est l'homme de solution qui n'aime pas discuter sur les problèmes. Si tu ne vois pas les problèmes, comment tu peux les solutionner? Eh bien, Ouattara n'est pas la solution. Ouattara s'est avéré être le problème. Ouattara, c'est le problème. Et moi, j'ajoute que pour que le slogan soit recevable, il faut dire Ado Solution Finale. Au sens hitlérien. Ado Solution Finale. Le deuxième point. Ouattara avait pour mission d'empêcher des souverainistes d'arriver au pouvoir en Côte d'Ivoire, y compris en les arrêtant et en les privant de leurs droits civiques. C'est ce qu'il a fait avec Laurent Gbagbo quand il était Premier ministre. Il a arrêté Gbagbo, il a arrêté sa femme et il a ordonné au général Gueye de les torturer jusqu'à ce qu'ils renoncent à leur engagement politique. Voilà ce que Ouattara, qui dit qu'il est un démocrate, a fait. Voilà. Ensuite, troisième mission, après avoir empêché justement que des souverainistes s'emparent du pouvoir en Côte d'Ivoire, la troisième mission, c'est de faire la même chose dans les autres pays africains. En utilisant la CEDEAO et l'UMOA, qui sont des institutions néocoloniales croupiantes, qui doivent être démantelées immédiatement par le panafricanisme sans discussion. Eh bien, ces institutions, c'est-à-dire ce panier à crabe de nègres, nègres vendus à l'Occident, à la France, cette institution, qui a été dirigée longtemps par l'ami même de Ouattara, c'est-à-dire Ibn Chambas, etc. Cette institution a permis à Ouattara de vouloir amener toute l'Afrique de l'Ouest dans l'aventure de l'écho, après avoir dit lui-même, 3 jours avant qu'ils ne disent que les pays africains ont décidé d'aller à l'écho, que jamais il n'abandonnera le franc CFA. Lui, Ouattara, 3 jours avant. Et quand il a dit ça, au lieu de faire une conférence de presse avant que Macron n'arrive, il dit ça en présence de Macron, ce qui montre que c'est Macron qui lui a dit de dire ça. Et pour vraiment décharger Ouattara, parce que le poids est trop lourd pour lui, c'est un dromadaire qui fait pitié, n'est-ce pas, surchargé. Je dis que ce n'est pas Ouattara qui a pris la décision de l'écho là. Moi, franchement, je ne peux pas lui imputer encore ce grève. C'est Macron. Et Macron a entériné en même temps, quand il a fait cette visite, une succession qui relève de la dévolution monarchique. C'est-à-dire, il a dit, il faut dire que tu passes le pouvoir à une nouvelle génération. Sauf que celui à qui on passe le pouvoir à 72 ans, est-ce là une nouvelle génération? Il s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Et aujourd'hui même, ils ont fait une mise en scène théâtrale de la passation du pouvoir. C'est la première fois que dans une démocratie, avant les élections, qui doivent avoir lieu le 31 octobre 2020, on a déjà le nom du successeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prépare une mascarade électorale avec des fraudes, comme il avait fait précédemment, au bout de 5 ans de mandat, en disant qu'il a été élu avec plus de 80% des suffrages, ce qui est un score qu'on appelait naguère soviétique. Et donc, je lance passe de commentaire. Donc pour nous, Ouattara a reçu cette mission-là en 3 volets. Et comment va-t-il procéder maintenant pour le faire? D'abord,
il va s'ériger en opposant spécialiste de la déstabilisation sous la présidence de Konan Bédié, qu'il avait voulu doubler dans le cadre d'un coup d'État constitutionnel. Konan Bédié va gouverner de 1993 à 1999. Lorsque Ouattara entame ce qu'il a appelé lui-même sa traversée du désert de Mougins, Mougins c'est sa résidence, n'est-ce pas? Le FMI le récupère. Et il devient aussitôt directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Il est le premier Africain à occuper cette fonction aussi importante au sein de cette institution de Bretton Woods. Et il a sous sa responsabilité directe 80 pays. Et il va remplacer un homme qu'il a utilisé contre l'Afrique. Cet homme est un homme très très dangereux. Il s'appelle Michel Camdessus. Donc, à partir de ce moment-là, voyant qu'avec les moyens financiers dont il disposait, il préparait une attaque contre la Côte d'Ivoire militaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Henri Konan Bédié a fait voter une loi où il est dit que ne peut prétendre être président de la République de la Côte d'Ivoire que quelqu'un qui est né ivoirien, qui est ivoirien de naissance, né de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens de naissance. Parce qu'il sait très bien que la mère de Ouattara, Maman Nabintou, était voltaïque. Donc, comme son père a été naturalisé, donc il a dit de père et de mère. Ça là, c'est pas correct de la part de Konan Bédié. Mais je vais dire quelque chose maintenant qui va étonner beaucoup de gens. Si Gbagbo avait fait ça, il n'aurait pas été renversé. Ça s'appelle consolider son pouvoir par les moyens constitutionnels dont on dispose. Je condamne l'esprit de la mesure, mais son efficacité est incontestable. Moi, je ne l'aurais pas fait pour une raison simple. Tout Africain qui n'est pas né de père et de mère ivoirien. Mais ce que Konan Bédié a oublié de mettre, c'est que le candidat ne soit jamais s'être prévalu de la nationalité française ou d'une autre nationalité, parce que Konan Bédié lui-même est de double nationalité. Donc ça, c'est la manipulation du droit en Afrique. Ce que je dis, c'est ceci. Tout Africain, détenteur du passeport panafricain que nous devons créer, a le droit de concourir dans une candidature dans n'importe quel enclos néocolonial africain. Voilà ma position. Et si Nathalie Yamb souhaite, en tant que Camerounaise, concourir au Bénin, je serai son premier soutien. Je crois qu'il faut que les Africains comprennent ce que je dis. Parce que nous avons maintenant hérité de notre poison. Après les autres poisons qu'on nous a inoculés. Cet autre poison, c'est la xénophobie. Quelques exemples. Joseph Kabila serait rwandais. Mais on dit que son prétendu père biologique, lui, est congolais. Laurent Désiré Kabila. Mais qui est son vrai père? Donc on va chercher quelqu'un qu'on appelle Kanambe. Et on dit maintenant qu'il nous cache aussi son prénom, son vrai prénom rwandais. Hippolyte. Hippolyte, c'est pas rwandais. Hippolyte Kanambe. Si Joseph Kabila avait apporté la souveraineté au Congo, je n'aurais vu aucun inconvénient. Il faut que ce soit clair pour les Africains. On dit que Ali Bongo Ondimba est un Biafra, il est du Biafra. Que c'est pour ça qu'il s'est allié avec un autre compère Dahomey, béninois.
médecins à Colombésie. Et que ces deux-là, francs-maçons, ont mis en coupe réglée le pauvre Gabon. Mais Gabon, c'est Total qui met en coupe réglée Gabon. C'est Total. Ça dit, c'est le floc Prigent qui a dit tout ça. Quand on l'a condamné à tort. Parce que ceux qui faisaient les magouilles, eux, ils n'ont jamais été inquiétés par la justice. C'est le cas d'André Taralo et de tous les autres là. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, mon problème avec Alassane Draman Ouattara, ce n'est pas le fait qu'il se soit prévalu d'une nationalité voltaïque. Mon problème, c'est qu'il se soit mis au service des intérêts qui pillent l'Afrique. Voilà ma position. Je crois que ce soit beaucoup d'Ivoiriens comprendront. Donc, on va me dire, Kovi, il faut encore que tu prouves qu'il a pillé l'Afrique. Hein? Parce que tu ne peux pas juste faire des déclarations comme ça. Bien, j'en viens. Ce que je vais dire ce soir, c'est que Ouattara, il va maintenant, depuis la France, depuis ses séjours aux États-Unis, préparer un coup d'État contre Bédié. Ouattara prépare un coup d'État contre Bédié. Attention, on va me dire, Kovi, comment tu peux dire une chose pareille? Qui t'a dit que Ouattara prépare un coup d'État contre Bédié? Eh bien, comme Ouattara a écarté et a commencé à menacer son aide de camp, son homme à tout faire, Koulibaly, Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly a dit dans des vidéos que c'est Ouattara qui a financé le coup d'État que lui-même a mené avec ses hommes contre Konan Bédié. Bon, en supposant même que l'homme qui a mené le coup d'État, Ibrahim Koulibaly, aujourd'hui décédé, parce que Ouattara et Soro Guillaume ont envoyé des gens pour le tuer. Supposons même que cet homme ait proféré des accusations contre lui-même. On peut dire qu'il a perdu la raison. Mais il y a une chose qui ne trompe pas. Il a donné le nom des témoins qui étaient présents quand on leur remettait l'argent pour acheter des armes et pour attaquer le camp militaire et provoquer une mutinerie. Il a même donné le montant qu'il donnait aux militaires qui étaient censés assurer la défense du camp pour que ces militaires se retournent contre Konan Bédié. Il a même été plus loin. Le général Gueye, qui est mort, lui aurait dit que lui, le général Gueye, n'a pas été récompensé à sa juste valeur et à sa juste hauteur par Konan Bédié. Que Konan Bédié préfère les instructeurs militaires français, notamment le général Janou Lacaze, à ses frères comme Gueye. C'est pour cela que lui, Ouattara lui en veut jusqu'à présent. À Ibrahim Koulibaly. Pourquoi? Parce qu'il est parti voir Gueye pour lui remettre le pouvoir. Alors qu'il avait le pouvoir et c'est Ouattara qui a financé. Ouattara a dit, mais qu'est-ce que ce genre de nègres? Qu'est-ce qu'ils ont? Ouattara a dit, mais ce genre de nègres. Parce que Ouattara lui-même ne peut pas aller faire un coup d'État. Parce que c'est un homme respectable en costume cravate. Il ne peut pas prendre des armes pour aller faire de quoi. Mais Ouattara a dit ce jour-là, si je pouvais aller faire le coup d'État, moi-même je l'aurais fait. Parce que ce genre de nègre, il va remettre le pouvoir à un de ceux qui étaient avec Konan Bédié. Et Konan Bédié l'ayant disgracié, il prétend maintenant que Konan Bédié l'a maltraité. Est-ce qu'un serpent cesse d'être un serpent pour devenir un ver de terre? Ça, c'est l'expression même de notre ami. Donc, cela veut dire que
Ouattara a commandité le coup d'État et a dépensé plusieurs centaines de millions d'euros. Et ce coup d'État a été court-circuité par Ibé Coulibaly, son nègre de camp, qui est parti donner le pouvoir à Gueye, qui lui-même était dans sa retraite, tranquille. Donc Gueye dit que ce pouvoir-là, seule la mort va lui enlever là. Donc Gueye appelle le général Jean-Loup Lacan pour lui dire qu'est-ce que je dois dire, quels sont les éléments de communication que je dois dire. L'autre lui a dit, dis que tu es le De Gaulle noir. Dis que tu es le De Gaulle noir et que, avec à la tête du conseil de la résistance ivoirienne, tu vas sauver la Côte d'Ivoire des politiciens véreux comme Konan Bédié. Donc Konan Bédié demande à la France d'actionner les accords de défense pour que l'armée française intervienne contre les mutins qui ont fait le coup d'État. Ce que Konan Bédié oublie, c'est que le même Ouattara finance le général Jean-Loup Lacan. Donc le général Jean-Loup Lacan, voyant comment les nègres sont stupides, il s'est mis au service de Gueye pour dire c'est toi le De Gaulle. Parce que sinon il va gagner juste 8 000 € ici. Mais avec les nègres, il peut aller jusqu'à 25 000 € avec des villas et tout. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tu es le De Gaulle noir alors qu'il n'en pense pas un mot. Tous ces négros qui rêvent d'être des Napoléons, des De Gaulle, etc. L'Afrique en a pléthore. Donc, le problème qui va se poser maintenant, c'est celui-ci. Ouattara va infiltrer dans l'entourage de Gueye le général Palinfo et d'autres fidèles à lui. Et il va leur dire, il faut tout faire pour que Gueye retire la disposition qui dit qu'il faut être né de père et de mère ivoirien pour pouvoir conquérir. Comme ça, avec son argent, Ouattara va acheter le corps électoral parce qu'il sait comment on achète le président du Conseil constitutionnel, le président de la Commission nationale électorale, comment on achète tous les nègres affamés en tenue de juge et qui jouent au pitre. Comment on les achète? Mais un événement imprévu va arriver. Le général Jean-Loup Lacan conseille à Ouattara, à Gueye, de tout faire pour que Ouattara ne soit pas candidat. Donc, à partir de ce moment-là, Ibé Coulibaly lui-même est condamné à l'exil, vient en France, où il est même arrêté. Vous voyez? C'est-à-dire les Français l'arrêtent. Parce qu'on dit que maintenant, vous voyez les trucs des nègres, on dit maintenant que Ibé Coulibaly prépare une mutinerie contre Gueye. Et les Français qui étaient sûrs que Gueye va être président, puisqu'il est le De Gaulle noir, les Français ont dit il faut calmer Ibé et le neutraliser. C'est dans ce contexte que Gueye va aux élections. Gueye va aux élections avec l'assurance de l'emporter. Sauf que Gueye a fait 2 erreurs d'amateur. La première erreur, c'est que Gueye n'a pas une coalition de partis politiques derrière lui. Parce qu'une coalition de partis politiques, ça permet, une fois que tu es au pouvoir, de faire un gouvernement d'union nationale et de donner à manger à tout le monde. Comme ça, tu empêches tes ennemis de prospérer sous couvert d'opposants. Bien. La deuxième erreur qu'il a faite, c'est qu'il a dit que Laurent Gbagbo ne représente rien dans le pays. C'est quelqu'un qui fait de l'agitation estudiantine et qui traîne avec lui le ressentiment des bêtés. Ça ne donnera rien. Parce que lui, il a le pouvoir. Donc, il dit laissez Gbagbo concourir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Gbagbo dit que normalement, il faut que tout le monde puisse concourir. Et que lui, il souhaite que Ouattara puisse concourir. Donc, il faut faire une réforme constitutionnelle. Ça, c'est une des premières erreurs de Gbagbo. Il t'a torturé. Il a torturé, il a fait torturer ta femme.
Et tu dis qu'il faut qu'il arrive à concourir. Il n'y a que les Africains pour faire des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo, le président de la commission électorale, qu'on n'a pas pu manipuler, dit que Gbagbo l'a emporté. Donc Gueye fait neutraliser le président de la Constitution et lui-même va faire proclamer qu'il a gagné. Mais au lieu de mettre Gbagbo aux arrêts, il laisse Gbagbo dans la nature. Donc Gbagbo dit que c'est lui qui a gagné et qu'il demande à ses partisans d'aller dans la rue pour le prouver. Donc des millions d'Ivoiriens qui en ont assez du PDCI et de cette transfuge vont dans la rue pour dire Gueye, tu es un usurpateur. C'est à ce moment-là que Ouattara demande à ses partisans d'aller attaquer les partisans de Gbagbo pour empêcher Gbagbo d'être président. Le problème de Ouattara, c'est tout sauf Gbagbo. TSG, tout sauf Gbagbo. Parce que Ouattara, c'est que si Gbagbo est président, Gbagbo va appliquer le programme du FPI, qui est donc école gratuite pour tous, sécurité sociale, création de centres de santé, création de centres culturels, etc. Autant de choses qui sont interdites par les programmes d'ajustement structurel. Donc ça veut dire aussi que Gbagbo veut bitumer les routes. Gbagbo veut créer le plein emploi. Donc à partir de ce moment-là, il va se passer quelque chose. C'est que Ouattara va faire semblant d'être avec Gbagbo. Après avoir tout fait pour que Gbagbo ne puisse pas prendre le pouvoir. Et Robert Gueye continue à dire qu'il a gagné. Donc il n'y a pas eu de passation de pouvoir. Donc le magistrat Tia Kone va pour la première fois dire que c'est Gbagbo qui est le président. Gbagbo va jurer sur la Constitution. À partir de ce moment-là, les ennuis de Gbagbo commencent. Parce que le Ibé Koulibaly là rentre, on ne sait pas comment, avec un passeport diplomatique français en Côte d'Ivoire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup d'état, il fait une tentative d'assassinat contre Gbagbo. C'est ce qu'on appelle le coup d'état de la Mercedes noire. Nous sommes en 2001. Derrière ça, c'est encore Ouattara. Tentative d'assassinat contre Gbagbo. Mais un an après, cette fois-ci, ça ne va pas être une tentative. Gbagbo se trouve en Italie et il y a donc une invasion de la Côte d'Ivoire. Et sur le territoire de la Côte d'Ivoire, il y a l'armée française. Et l'armée française, non seulement ne s'oppose pas à l'invasion qui vient du Burkina Faso, mais l'armée française accompagne l'invasion. Donc Gbagbo, le piège c'était, il faut le coincer là-bas en Italie et le ramener en France. Donc Chirac a envoyé des émissaires pour ramener Gbagbo en France. Donc Gbagbo a dit que non. Comme il y a quelque chose de problème chez lui, il veut d'abord prier Jésus. Une dernière fois. Donc au moment où on laisse Gbagbo soi-disant prier, Gbagbo prend la fuite. Arrive en Côte d'Ivoire où il est attendu par Blé Goudé et ses hommes, ces jeunes patriotes. Et Blé Goudé dit que la France est un État terroriste, qu'il faut évincer d'Afrique. Et tout le monde dit que le général de la rue, Charles Blé Goudé, a pris le pouvoir. Le pouvoir est dans la rue. Et qu'il attend son père Gbagbo pour lui remettre le pouvoir. Gbagbo arrive et Gbagbo commence maintenant à diriger les opérations militaires. Donc on a assassiné son ministre de l'Intérieur, Ouagadougou. On a assassiné les hommes proches de lui. Mais beaucoup de gens n'en ont pas parlé. Et Gbagbo reprend le pouvoir. Mais en fait, la France a dit, jamais Gbagbo ne doit diriger toute la Côte d'Ivoire. Donc la France a demandé aux assaillants,
les Toufosiers, tous ces gens-là, la France leur a demandé d'aller occuper Bouaké et de couper le pays en deux. Donc Gbagbo sort les accords de coopération que Houphouët a signé en disant que en cas de partition du pays, la France a le devoir d'intervenir. Et qu'est-ce que les Français font? Ça c'est très important parce que les Africains, ils sont naïfs. Les Français disent ceci à Gbagbo: si tu veux que nous, on mette un terme à la partition du pays, accepte que l'armée française dirige l'armée ivoirienne. Voilà. Hein, comme ça, comme vous êtes incapables, nous allons vous montrer comment on chasse les rebelles que nous-mêmes on a ramenés du Burkina. Hein, tu as compris? Donc, à partir de ce moment-là, Gbagbo refuse. Et on dit à Gbagbo: pourquoi tu as refusé? Il a dit: parce que c'est un déni de souveraineté. Donc on a dit: comment tu peux dire que tu es souverain, Gbagbo? Tu sais bien qu'il y a les accords. Quand tu as pris le pouvoir, est-ce que tu les as renégociés? Est-ce que tu les as contestés? Mais maintenant tu dis qu'en vertu des mêmes accords que tu veux en fait piétiner, nous on doit venir pour sauver ton régime. C'est comme ça que la partition s'est installée et que les Français ont dit à Ouattara: prépare-toi cette fois. Parce que les Français en ont marre que Ouattara échoue chaque fois pour prendre le pouvoir. Parce qu'il y a beaucoup de logistique mise en jeu. Et chaque fois Ouattara, il échoue. Sauf que cette fois-ci, ça a failli mal tourner. Pourquoi? Ouattara a fait le coup en restant dans sa résidence, en étant sûr que le coup allait réussir. Donc les gens, dans l'armée même, ont dit: il faut aller le prendre. Pour le ramener. Et on va dire à Ouattara: soit on te tue, soit tu dis qu'il t'a envoyé pour faire le coup d'état chaque fois. Donc les Français se sont débrouillés pour que Ouattara escalade le mur pour se retrouver dans l'ambassade des États-Unis. Et j'ai dit souvent que Ouattara c'est un homme, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, mais il a la baraka. Hein? Alors on m'a posé la question: est-ce que tu aurais voulu, Gomes, qu'on capture Ouattara? J'ai dit non. Parce que j'imagine le sort qu'il aurait subi. Ce serait pire que celui de Gbagbo et de sa femme. Donc comme les Noirs sont dans la revanche, je ne veux pas ça. Bien. Donc le problème qui est posé là, c'est ceci. Ouattara devient otage dans une ambassade étrangère. Le problème de son exfiltration se pose. Toute la Côte d'Ivoire dit que c'est lui qui a envoyé les rebelles comme d'habitude. Et Ouattara arrive à sortir de la Côte d'Ivoire sans qu'on sache qu'il a sorti. Par les moyens français. Donc, ce que je veux dire ici, et il faut que les gens comprennent très bien le sens de ce cours de géopolitique. En fait, Ouattara, à plusieurs reprises, a voulu renoncer. Parce qu'il avait dépensé trop d'argent. Et deuxièmement, son image commençait à être écornée. Parce qu'il était présenté comme le chef des rebelles, en fait. Et troisième chose, il gagnait plus d'argent au FMI. Ouattara gagnait plus d'argent au FMI. Mais c'est sa femme qui lui a dit: il faut qu'on reste. Parce que sa femme lui a dit ceci: toi, Alassane, si tu retournes au FMI sans avoir pris la Côte d'Ivoire, ils vont dire que toi, tu es un mauvais soldat et qu'on ne peut plus te confier des postes. Tu risques même d'être humilié. Donc il faut rester. Ton jour viendra. Et donc, la France décide de dépouiller Gbagbo de ses prérogatives constitutionnelles par une série de rencontres qui sont totalement, excusez-moi, du folklore tropical nègre. D'abord, la première rencontre a lieu à Lomé. Et on demande à Gbagbo de venir. À Lomé, s'il vient, on le maintient en poste. Donc Gbagbo a dit: mais je suis déjà en poste. On a dit: oui, mais tu ne diriges plus tout le pays. Gbagbo a dit: moi, je vais conquérir les zones rebelles. On dit: mais tu viens ou tu ne viens pas? Et connaissant l'expertise de Gnassingbé Eyadema, un traître, Gnassingbé Eyadema, impliqué dans le meurtre d'Olympio, connaissant
son expertise en matière de poison, Gbagbo envoie Laurent Donafologo pour représenter la Côte d'Ivoire, alors que Laurent Donafologo n'est même pas dans son parti. Laurent Donafologo va là-bas et les Français lui disent, écoute, tu ne vas pas jouer au négociateur avec nous. Hein. Notre problème, c'est Gbagbo. Hein. Donc si Gbagbo ne vient pas là, nous, on va donner des armes. Les Français, à vous maintenant. Nous allons donner des armes aux représentants politiques de la rébellion qui a tenté de prendre le pouvoir par la force. Et c'est Soro Guillaume. Voilà. Et donc Soro Guillaume dit que Gbagbo n'a aucune légitimité. Que l'élection de Gbagbo est entachée de doutes que même les gens du camp de Gbagbo colportent. Donc, renverser un président illégitime, c'est un acte légitime. Il faut retenir bien cette phrase. Le renversement de président illégitime, fut-il mal élu, est un acte légitime. Donc, il se proclame, en fait, celui qui dirige la Côte d'Ivoire. Gbagbo dit, je le connais, c'est mon petit. Voilà encore une autre erreur de Gbagbo. Je l'ai formé à la Fessie avec Blé Goudé. Donc, il ne pourra pas me nuire. Le problème, c'est que Soro Guillaume était financé par Ouattara depuis. Et que Soro Guillaume, son but, c'était de remettre les clés du pouvoir à Ouattara. Donc, Ouattara a continué à le financer. Mais, il y a eu un grain de sable. C'est la rivalité de Soro Guillaume avec Ibé Coulibaly. Parce que Ibé Coulibaly dit, c'est moi qui fais les opérations militaires. On ne voit pas Soro Guillaume sur le terrain. Après, il vient rafler la mise en disant qu'il est le chef politique de la rébellion. Donc, de cette rivalité va naître une lutte à couteau tiré. Mais, ce que je veux dire ici, c'est quel est le positionnement de Ouattara. Ouattara fait partie de ceux qui sont partis à Accra, Lomé ayant échoué. Donc, Accra 1, échec. Accra 2, échec. À ce moment-là, la France dit, il ne faut plus donner aux nègres le soin de jouer au médiateur. Ils sont incompétents, nuls à chier, tous ces nègres. Donc il faut ramener tous ces gens-là à Paris. Et Chirac ordonne au président du Conseil constitutionnel français de réunir tous les rebelles et de ne pas inviter le gouvernement légal de la Côte d'Ivoire. Donc, comme ils n'ont pas invité le gouvernement légal, ils ne pouvaient pas ne pas inviter les instances qu'on appelle l'Assemblée nationale, tout ça. Donc, ils invitent dans la mouvance de Gbagbo 2 hommes. Un qui s'appelle Mamadou Coulibaly, le président de l'Assemblée nationale, et l'autre qui est effectivement jusqu'à une période récente, celui qui disait que Gbagbo n'a aucun droit sur les pays. Hein? Afin Guessa. Donc, ces deux vont là-bas. Ouattara va là-bas. Soro Guillaume, tous les rebelles vont là-bas. Et la France décide ceci. C'est stupéfiant. La France décide que le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances reviennent aux rebelles. Donc, Gbagbo dit, comme d'habitude, d'accord. Gbagbo ne dit jamais non. D'accord. Et ils vont à Abidjan maintenant. Tous ceux qui ont fait Marcoussi là, ils vont à Abidjan. Et donc une manifestation monstre de Blé Goudé dit que non, on ne va pas appliquer. Que c'est le peuple qui dit non. Les femmes patriotes, les jeunes patriotes, les paysans patriotes, tout le monde est dans la rue. La France ne doit pas faire et défaire les gouvernements africains. C'est terminé. Laurent Gbagbo dit Vox Populi, Vox Dei. Le peuple a parlé, moi je ne dis plus rien. Donc Laurent Gbagbo ne crame pas nos pouvoirs. Donc la France se fâche. La France se fâche. Et la haine de Afin Guessa pour Madame Simone Gbagbo vient de là. Parce que Madame Simone Gbagbo lui aurait donné une gifle. Parce que Afin Guessa a signé le document de Marcoussi. Et Mamadou Coulibaly a claqué la porte. En disant que tant que l'Assemblée nationale ivoirienne n'entérine pas, les accords là sont caducs, de nul effet et non avenus, les accords de Marcoussi. En plus, on les a humiliés en les emmenant dans un centre de rugby. Bon, ensuite,
Que se passe-t-il maintenant? La France dit que c'est Laurent Gbagbo le problème. On va donc demander à Gbagbo de venir à Paris, au centre Kléber, au métro Kléber. Et Gbagbo doit venir. Et Dominique de Villepin a déjà préparé le nom du gouvernement. Donc, Dominique de Villepin, sans consultation avec l'État ivoirien, décide que c'est Madame Diabaté, qui est numéro 2 du RDR, de Ouattara, qui doit être Premier ministre. Et ministère de la Défense, ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances aux rebelles. Donc, Gbagbo dit à Villepin qui le menace. Parce que Villepin a dit à Gbagbo, si tu ne fais pas attention, hein, tu ne sors pas libre de la France. Tu ne quittes pas la France. Tu ne quittes pas ici, là. Et Gbagbo se lève en disant, tu as vu ma carrure de rubis blanc, je vais te taper. Et Villepin rougit. Et après, Villepin va dire, ce nègre. C'est vraiment, il n'y a que dans des rapports entre la France et l'Afrique qu'on voit des trucs comme ça. Ce nègre m'a menacé. Chirac lui a dit, mais menace-le à son tour. Menace-le à ton tour. Et Villepin a dit, en plus, il m'a fait peur, le bougre. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo arrive en salle plénière. Soro Guillaume est assis avec le champagne. Ouattara avec le champagne. Villepin avec le champagne malgré la frayeur d'avant. Chirac avec le champagne. Et tout le monde a le champagne. Mais il n'y a aucun verre pour Gbagbo. Ce qui arrange Gbagbo parce qu'on allait l'empoisonner. Donc Gbagbo s'installe, il dit qu'il est pressé. Que maintenant, il faut en 10 minutes régler le problème, sinon lui rentre. Les gens ont dit, mais non, on a préparé un avion pour toi. Gbagbo a dit, je sais, je vais prendre cet avion au Bourget, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, nous voulons Diabaté, Premier ministre. Nous voulons tel, nous voulons tel, nous voulons tel. Gbagbo réitère le fait que l'Assemblée nationale ivoirienne ne voudra pas. On a dit, tu n'as qu'à museler tous les membres de l'Assemblée nationale. Et tu passes en force en disant, c'est une décision de la France. Donc Gbagbo arrive là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un avion de ligne Air France où il y a la plupart des dirigeants français. Au lieu d'aller au Bourget. Donc les gens voient Gbagbo dedans. On dit, oh, mais qu'est-ce que tu fais ici? Gbagbo a dit, non, je suis avec les Français parce que moi-même j'étais français. Je suis avec les Français. Il arrive à Abidjan. L'avion atterrit, la tour de contrôle apprend que Gbagbo est dedans. Donc, Blé Goudé aussi apprend à la radio que Gbagbo vient d'arriver. Donc Blé Goudé organise une manifestation de 2 millions de personnes. Je dis bien 2 millions de personnes. Et Blé Goudé prend la parole en disant, la France doit quitter. Les militaires français doivent quitter la Côte d'Ivoire. Donc on dit, quel poste tu occupes officiellement? Il dit, je suis le général de la rue chargé de l'autodéfense du peuple ivoirien. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à aimer Blé Goudé. Franchement, parce que pour parler comme ça, donc on envoie Villepin. Villepin arrive et il est piégé maintenant par des manifestants. Vous dites, tu as menacé notre président? Hein? Donc, il y a des manifestants qui tirent ses vestes. Donc, Villepin a peur. Il demande où sont les services de sécurité français. On dit, non, tu restes au milieu de la meute de nègres. Il y a même un nègre qui a craché sur son pantalon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Gbagbo arrive et dit que Dominique, Galouzo, tu me suis. Comme ça, tu auras la vie sauve. Si ce ne tenait qu'à moi, tu ne serais pas tombé dans ce piège. Mais tu as mécontenté le peuple ivoirien. Alors que c'est Gbagbo lui-même qui a organisé ça. Donc, les Français, voyant cette situation, ont dit ceci. La dernière chance pour Gbagbo, parce que entre-temps, Lomé, Accra, Marcoussis, Kléber ont dit qu'il ne peut pas y avoir d'élection sans le désarmement des rebelles. 1. Il ne peut pas y avoir d'élection sans dans une commission nationale électorale équilibrée, où toutes les composantes politiques de Côte d'Ivoire seront représentées. Il ne peut pas y avoir d'élection sans que le Conseil constitutionnel ne soit équilibré, même si son président est nommé par le président de la République.
ce qui est le cas aussi en France. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ouattara voit que c'est sa dernière chance. Donc, Ouattara va piéger Gbagbo en l'envoyant chez Compaoré. Donc, Gbagbo va chez Compaoré et dit que Compaoré est son frère. Donc, Compaoré réunit Soro Guillaume, Gbagbo, Ouattara, tout ça. Et Gbagbo signe un document comme quoi c'est l'ONUCI qui va certifier les résultats. La certification des résultats, elle va protéger les opérations de vote. Or, à Bouaké là-bas, c'est les rebelles. Donc personne ne peut voter normalement. Donc qu'est-ce qui se passe? Le compte à rebours commence. Gbagbo ayant accepté d'aller aux élections. Mais il y a un autre événement avant. Gbagbo va en Afrique du Sud. Où Thabo Mbeki le réunit avec Bédié. Et l'enjeu c'est quoi? C'est naturaliser Ouattara, enlever la limite d'âge pour Bédié et accepter qu'il soit éligible aux élections présidentielles. Sinon, il n'aurait jamais été aux élections présidentielles de 2010. C'est Gbagbo qui a signé un décret spécial en fonction des pouvoirs que lui garantit la Constitution. Lorsque Ouattara, qui faisait la traduction en anglais pour Thabo Mbeki, se rend compte que Gbagbo a signé, Ouattara alerte ses soutiens en Israël, en France, etc. Et qu'est-ce que Gbagbo lui fait? Gbagbo appelle Emmanueli, qui est rémunéré très fort, rappelle l'avocat Jacques Vergès, rappelle ces gens-là qui n'ont aucun pouvoir, pour dire qu'ils n'ont qu'à dire qu'ils sont pour lui. Plus tard, voilà ce que Thabo Mbeki écrira. Je cite, hein, Thabo Mbeki. Alassane Ouattara est un homme qui n'a ni foi en l'honneur, ni parole d'honneur. Je serai toujours surpris de la distance qu'il est prêt à parcourir dans le seul but de contenter ses maîtres, ceux qui, il y a seulement 50 ans, mettaient son peuple dans les fers et dans les chaînes de l'oppression. Je me sens aujourd'hui responsable de la situation de la crise ivoirienne, dans la mesure où c'est moi qui ai persuadé le président Gbagbo de permettre à Ouattara d'être candidat. Je n'ai pas assez de mots durs pour vous dire le dégoût que m'inspire Ouattara. Heureusement que la vie des êtres humains n'est qu'une étoile filante dans l'histoire millénaire du monde. La Côte d'Ivoire se retrouvera un jour et seul son peuple en sera juge de ce qui aura été fait en son nom par les uns et les autres. Donc Thabo Mbeki manifeste son regret. Ceci avant qu'on ne lui enlève le pouvoir pour donner à Zuma. Donc, il n'y a que les Africains qui font des regrets après. Puisque Thabo Mbeki connaissait déjà le dossier de la déstabilisation de la Côte d'Ivoire par Ouattara. Comment il peut demander encore à Gbagbo de signer ça? Et Ouattara signe un papier bidon qu'il ne respectera jamais. C'est-à-dire qu'il garantit la paix en Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire qu'il reconnaît que c'est lui le fauteur de guerre en signant un tel papier. Ce papier sera déchiré plus tard par lui-même. Donc il a dit qu'il va rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Ce sont ses propres mots. Tu aspires à être président d'un pays que tu vas rendre ingouvernable. Donc, voilà comment ils ont piégé Gbagbo. Ils ont demandé à Gbagbo de saisir des instituts de sondage français et de prendre des maîtres sondeurs et de leur donner plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces gens ont dit que dans tous les cas de figure, Gbagbo arrive premier. Gbagbo arrive premier, y compris au premier tour. Et Gbagbo a cru que c'était vrai. Mais c'était des sondages fallacieux, commandités pour déstabiliser Gbagbo et son camp. Gbagbo refuse donc le préalable du désarmement et dit qu'il va aux forceps, aux élections. Ce qui est une grave erreur. Gbagbo va aux élections. Et on apprend maintenant que les cadres de la préfecture de Bouaké sont tués, leurs femmes violées, tout ça. Et qu'on atteint des scores
de 100% d'adhésion et que même des cadavres ont voté. Plein de trucs comme ça. C'est dans ce contexte que Gbagbo est proclamé premier au premier tour. Mais surprise, Ouattara n'est pas deuxième. Ouattara le sait. Il n'est pas deuxième, c'est pour ça qu'il n'a pas jamais. Il est troisième. Donc éliminé. Donc le second tour aurait dû opposer Ouattara, non, Gbagbo et Konan Bédié. Sarkozy entre en scène et menace Konan Bédié de geler tous ses avoirs en France. Si Konan Bédié introduit un recours pour être deuxième. Parce que le problème de la France, c'est que même Konan Bédié qui est leur agent, ils ne font pas confiance. Après qu'ils aient couvert un coup d'État contre lui. Tu vois. Ils pensent qu'il y aura toujours un parfum de revanche de la part de Konan Bédié. Et que fait Konan Bédié? Konan Bédié dit que pour sauver ses avoirs, ses appartements, il est troisième. Et Gbagbo, au lieu de dire non, il est deuxième. On ne peut pas aller au second tour. Tant que Konan Bédié n'est pas rétabli dans ses droits. Gbagbo dit, j'y vais avec Ouattara au second tour. Autre erreur. Parce qu'on a dit que Konan Bédié est deuxième. En fait, ils ont fait ça parce que dans tous les cas de figure, Gbagbo l'emportait sur Konan Bédié. Le bilan de Konan Bédié est tel qu'aucun Ivoirien ne voulait qu'il revienne. Or, Gbagbo a saigné les finances de l'État. Gbagbo a fait des travaux. Gbagbo a fait école gratuite. Gbagbo a fait des choses qu'on n'a jamais réalisées depuis Oufoué en Côte d'Ivoire. Mais, ça ne veut pas dire que Gbagbo a donné la souveraineté économique à la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que Gbagbo a maintenu Bolloré dans ses intérêts. Bouygues dans ses intérêts. Et tous les groupes français sont restés là à faire du profit sous Gbagbo. Il y a même des photos où on voit Gbagbo parader avec Bolloré. Donc, ça veut dire quoi? Gbagbo n'a pas menacé les intérêts français. Gbagbo a tout simplement pris une part du budget du café, du cacao et du coton pour en faire des œuvres sociales, caritatives, dont la France ne veut pas en Afrique. Tout l'argent doit venir en France. Bon, donc, à partir du moment où ils ont fait ça, ils ont demandé maintenant au groupe militaire de commencer à infiltrer Abidjan et ses faubourgs. C'est pour ça que lors du débat entre Gbagbo et Ouattara, Ouattara a dit qu'il n'est pas content parce que Gbagbo ne l'a pas appelé pour lui dire que les forces de sécurité sont en alerte. C'est parce que les troupes de Ibé Koulibaly, c'est-à-dire qu'on appelle le commando invisible, étaient déjà dans les faubourgs d'Abidjan avec des armes. Ils étaient notamment cantonnés à, dans le quartier d'Abobo. Et Yopougon étant le fief de Gbagbo. Ils vont attaquer Yopougon et faire des exactions pas possibles qui ne seront jamais jugées par la CPI. Mais les exactions les plus graves, c'est les massacres de villages entiers à Douékoué. Et on a enterré vivants les gens dans des fosses communes. Que l'ONU est venue constater. Et l'ONU a dit, circuler, il n'y a rien à voir. C'est un Coréen, un Choi, qui était à l'origine de tout ça. Donc Gbagbo accepte le second tour des élections. Mais qu'est-ce qui se passe? Au second tour des élections, ce que Gbagbo ne sait pas, l'homme qui s'occupe de la Commission nationale électorale, c'est un agent de Ouattara. Cet homme laisse la commission et va directement au quartier général où Ouattara se barricade pour dire qu'il est président alors qu'on n'a pas encore proclamé les élections. Et devant la presse française, la presse américaine, ce monsieur dit que c'est Ouattara qui a gagné. Et ce monsieur sait que tant que le président du Conseil constitutionnel n'a pas dit qui est le vainqueur, ça ne peut pas passer. C'est le cas en France, c'est le cas aux États-Unis, c'est le cas en Haïti, c'est le cas partout où il y a un état de droit ou un semblant d'état de droit. Et que se passe-t-il? C'est à ce moment-là que Gbagbo demande au président du Conseil constitutionnel, parce que la proclamation du résultat de ce monsieur dont je parle, un certain Bagayoko, est hors délai. Est hors délai. Gbagbo demande à ce qu'on proclame les vrais résultats. On dit que Gbagbo a gagné. Dès qu'on dit que Gbagbo a gagné, Sarkozy arrive à la télé et dit qu'il donne
72 heures à ce gangster, c'est comme ça qu'on parle de chef d'État, et à son épouse, qui s'occupe des escadrons de la mort, pour quitter le pays. Pas pour quitter le palais, pour quitter le pays. Et il lance la menace. Sinon, les troupes françaises, coalisées avec l'ONUCI, vont le déloger de son palais. Voilà. Parce que Ouattara a dit non, ce sont ces troupes qui ont gagné. Mais Ouattara n'avait pas de troupes puisqu'il est démocrate. Comment se fait-il qu'il ait des rebelles, lui, Ouattara? Donc, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est ceci. Mamadou Koulibaly dit à Gbagbo de ne pas accepter le passage en force de la France. Et le met en garde contre son chef d'état-major. Et ce chef d'état-major va être nommé plus tard ambassadeur par Ouattara. Hein? Donc, c'est Philippe Mangou. Il lui dit aussi de le mettre en garde contre le commandant des unités de gendarmes, Kassaraté, qui lui-même sera nommé ambassadeur. Et Philippe Mangou poussera le Toupé jusqu'à aller témoigner contre Gbagbo à la Cour pénale internationale. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que pour arriver vers la dernière partie de l'exposé, ce que je veux dire ici, c'est ceci. Ouattara n'a jamais tenu compte de l'intégrité physique et de la vie des Ivoiriens. Il considère que la prise du pouvoir doit se faire même si on marche sur des cadavres. C'est la première chose que je lui reproche. C'est-à-dire utiliser la violence des armes comme moyen de régler les différends politiques. C'est la première chose que je lui reproche. La deuxième chose que je lui reproche, il a dit qu'il n'était pas derrière sa rébellion. Mais en droit, on dit à qui profite le crime. Parce que quand sa rébellion sévit, il a immédiatement pris le pouvoir. C'est la deuxième chose. La troisième chose que je lui reproche, c'est que Ouattara a donné tous les marchés aux expatriés au détriment des Ivoiriens. Et il a fait une politique de rattrapage ethnique en ne nommant que des gens de sa région au plus haut poste de l'État. Et en éliminant au maximum les autres ethnies. C'est dans ce contexte que je me retrouve dans un débat avec un individu qui dit qu'il est le représentant du RHDP en France. Cet individu s'appelle Nizako Gogua. Et avec un autre qui dit qu'il est le président du conseil du PDCI en France. Ils viennent pour faire un débat avec moi sur le bilan de la démocratisation en Afrique, l'exemple de la Côte d'Ivoire. Et je vois avec effarement un individu qui n'a aucune formation. Je parle de Nizako Gogua. Je ne l'ai jamais vu. Quelqu'un d'aussi faible. Franchement, j'ai eu des débats, hein, mais quelqu'un d'aussi faible. Il ne connaît même pas les dates de son propre pays. Mais j'ai appris qu'il est bêté. Donc, de l'ethnie de Gbagbo. Et il dit que, ça c'est en marge du micro, hein, que nous, les bêtés sont des lâches. Et que c'est pour cela qu'il préfère aller avec n'importe qui viendrait même de n'importe quel pays, plutôt que les bêtés. Donc c'est quelqu'un qui a eu un problème avec sa propre ethnie. Vous voyez? Nizako Gogua. Et vous verrez la vidéo. J'ai donné une leçon à Nizako Gogua, dont je crois qu'il se souviendra souvent. Quand il me voit, il a une attitude bizarre. Il simule la fuite. Et quand je dis, tonton, il vient. Ah, Gomez, oh mon frère, j'ai vu encore une de tes vidéos. Je vais parler à Papa Ouattara pour qu'on te trouve un poste. Je me dis, oh, ce serait me livrer dans la gueule du dragon. Et donc, j'ai dit que tout mon rêve a toujours été d'aller voir le grand économiste Ouattara pour lui dire que l'économie est aussi une problématique culturelle. Tu ne peux pas défendre la souveraineté économique d'un pays quand toi-même,
tu n'as aucune attache culturelle avec ton pays. Pourquoi il n'a rien construit à Dimbokro, là où il dit qu'il est né? Pourquoi il n'a rien fait pour les Diola? Pourquoi tout ce qu'il a, il donne aux Américains, il donne aux Français et aux Israéliens? Pourquoi? Là, il n'a pas pu me répondre. Tu vois? J'ai dit, mais est-ce qu'il a donné quelque chose? Est-ce qu'il t'a donné quelque chose? Au moins une villa. Il a dit non. On me donne de l'argent et c'est avec ça que j'ai fait ma villa avec ma femme blanche. Nizako Gogwa, le délégué général du RDR France. Voilà qui est Nizako Gogwa. Donc je lui ai donné une leçon. Et la vidéo est là. Bien. Ensuite, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais arrêter de donner des leçons hors caméra. Il faut donner des punitions qui serviront de leçons aux récalcitrants qui vont m'affronter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce point est capital. Parce que je suis en train d'arriver maintenant aux conditions de la défaite militaire de Gbagbo face à l'armée française et à l'ONUCI. La France a pris la décision de gager le cacao de la Côte d'Ivoire en créant une société illégale, ce qui fait que le Burkina Faso est devenu producteur de cacao alors qu'ils n'ont pas de cacao. Donc toutes les recettes du cacao ivoirien n'allaient pas à l'État ivoirien. Deuxièmement, la France a fait un hold-up sur la BCEAO parce que Ouattara est un ancien gouverneur de l'institution. Il y a un autre qui a joué un rôle trouble, c'est Charles Konambani. Et la France, qu'est-ce qu'elle a fait? La France a gelé tous les avoirs de l'État ivoirien pour que Gbagbo ne puisse plus payer les fonctionnaires. Troisième chose, la France a fait quelque chose de criminel, je me dois de le dire ce soir. La France a confisqué les médicaments pour les maladies chroniques, diabète, hypertension, pour que les hôpitaux ivoiriens ne soient pas approvisionnés. Donc quand la France a fait tout ça, et a vu que Gbagbo n'est pas à genoux, parce que Gbagbo a payé les fonctionnaires, et jusqu'à présent, on dit, mais comment il a fait? La France décide maintenant de porter les stockades. Les militaires français encadrent dans Abidjan les rebelles pour attaquer le palais présidentiel. Je répète ce que je viens de dire. Les militaires français attaquent à Abidjan les positions d'un État prétendu souverain. Pourquoi? Parce que la France a constaté que le commando invisible de Ibek Coulibaly n'arrivait pas à défaire les forces de défense et de la sécurité de la Côte d'Ivoire. Malgré la désertion de Philippe Mangou, qui est parti donner tous les renseignements militaires à l'ennemi, notamment à l'ambassadeur Simon. Bien. À partir de ces considérations, il y a des désertions en chaîne maintenant. Mais le fait le plus important est celui-ci. Il y a une réaction exceptionnelle de la communauté noire en France autour du dossier ivoirien. Cette réaction a commencé par une manifestation historique devant le Conseil constitutionnel qui a réuni près de 15 000 Africains. Je dois dire ce soir que je suis un des principaux organisateurs de cette manifestation. Pourtant, je ne suis pas ivoirien. C'est une Camerounaise qui est la deuxième. Je ne vais pas la citer. Je peux me citer moi-même parce que les services secrets de Ouattara le savent. Voilà pourquoi on dit, si Gomez arrive, c'est dans l'avion que la DST va aller le cueillir pour l'amener. Et moi j'ai toujours dit, Ouattara, je suis sur le point de venir pour te donner des conseils. Et je ne suis jamais parti. Parce que je ne suis pas encore fou. Je n'ai pas encore perdu la raison. Quand je vois comment on torture en Côte d'Ivoire, et c'est l'armée française qui leur apprend ça. Tu vois? C'est-à-dire les électrodes dans les testicules, la GN, toutes les tortures que les Français ont fait en Algérie, que Le Pen a fait, que le général Ossarès a fait. Tout ça, on fait ça en Côte d'Ivoire au moment où je vous parle.